Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le grand bonheur de vous présenter deux organismes cruciaux qui nous feront voyager du centre de la rétine jusqu'au nord du Québec. Installez-vous confortablement quand vous êtes sur le point de plonger dans un monde où les gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Bienvenue à cette deuxième saison des Héros Anonymes. Et bienvenue à cette nouvelle émission des Héros Anonymes où j'ai toujours le plaisir de vous présenter et de mettre en lumière deux organismes et on va parler de la rétine aujourd'hui, ou du moins d'une partie liée à tout ça. On va découvrir, je vais vous avouer que j'ai découvert la macula, qui est une partie du corps que j'ignorais, dont j'ignorais l'existence. Et pour ce faire, on va le faire avec Pierre Brisebois, président et fondateur de la Fondation DMLA. Bonjour, M. Brisebois. Bien, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Merci de prendre le temps. Puis, je disais, ça tombe bien parce que la mission de votre organisme, c'est de faire connaître la DMLA. Absolument, oui. Donc, avant de parler de la Fondation, parlons de la situation. La DMLA, qui est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ouais. Je ne ferai pas mon savant, là. C'est grâce à votre site que je suis maintenant renseigné, que je connais. Personne de plus. Ben voilà. Oui, fait que la mission fait son petit bout de chemin un peu chaque jour à sensibiliser les gens. Puis ce qui fait en sorte que je pense que c'est pas bête d'en parler parce que les gens vieillissent. On est beaucoup à vieillir en ce moment au Québec. Là, les tranches d'âge et la population vieillissante, c'est la courbe démographique. On n'y échappe pas. Il y a comme un lien, si je comprends bien. Quoique je vous regarde, vous êtes quand même jeune. Oui, merci. Mais vous en avez expérimenté quelque chose. Donc, commençons, si vous voulez bien, par essayer de comprendre pour ceux qui nous écoutent, la DMLA. Qu'est-ce que c'est? C'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors, c'est vraiment lié à l'âge, comme vous l'avez mentionné. C'est une maladie de l'œil. C'est la première cause de cécité fonctionnelle. On n'est pas vraiment jamais dans l'obscurité, mais on perd la vision centrale. Alors, plus que le temps avance, c'est sûr qu'on commence à perdre au niveau champ périphérique aussi, mais on va quand même être en mesure de pouvoir voir, peut-être peu en mesure de pouvoir lire, reconnaître un visage, reconnaître, conduire, si on oublie ça. Tout ce qui demande un détail, c'est ce qu'on va perdre, la vision centrale. Alors, c'est une maladie qui atteint majoritairement les aînés. Alors, c'est pour ça que c'est lié à l'âge. Donc, il y a des cas d'exception comme moi qui lui a 46 ans, un cas de génétique, bagage génétique, j'ai hérité de mes grands-parents, qui est ma grand-mère paternelle qui avait la DMLA, mais elle est morte jeune, je ne savais pas. Donc, et mon père aussi est décédé jeune, il ne peut pas me dire, écoute, ta grand-mère et ma mère est décédée. L'info, c'est pas transmise, oui. Oui, voilà. Donc, alors, quand on m'a diagnostiqué de cette maladie-là, qui est la première cause de cécité, je connaissais pas ça, comme vous, parce que c'est un mélange de consonnes et une voyelle qui va pas ensemble, tu sais, DMLA, puis en plus, lorsqu'on dit la dégénérescence maculaire, les gens comprennent dégénération masculaire, là, ils disent, ça rapporte les muscles, non, c'est la vision. Il y a un branding autour. Alors c'est sûr que si c'était à refaire, c'est pas trop marketing comme nom. Moi, j'aurais modifié ça autrement, pour dire, c'est une maladie de l'œil, première cause de cécité qui atteint majoritairement les aînés. Donc, ça atteint les aînés, donc on voit les dernières, quand on parle d'aînés, c'est 70 ans et plus majoritairement. Mais on voit les dernières années que ça s'est comme un peu devancé. On voit des gens qui sont diagnostiqués avec la dégénérescence maculaire plus alentour de 60 ans. Alors, est-ce qu'au niveau des générations futures, comme vous en parliez tantôt, il va y avoir, la maladie va apparaître un peu plus précoce, peut-être, ou c'est la science ou les équipements technologiques que les optométristes ou ophtalmologistes utilisent qui font en sorte aussi qu'ils peuvent détecter vraiment au niveau précoce la maladie. Je comprends. Puis donc, ça, c'est lié à l'âge. C'est ce qui est plus répandu. Comme du côté de l'oreille, on pourrait penser, par exemple, à la presbyacousie, qui fait partie, du vieillissement de l'oreille et qui fait en sorte qu'on entend moins. Fait que c'est quelque chose auquel les gens vont être probablement de plus en plus confrontés, vont apprendre à négocier avec, mais encore faut-il déjà savoir ce que ça existe. Oui, vous avez raison. Comment ça se... Je ne sais pas si c'est universel, parce que des fois, il y a des maladies ou des conditions médicales qui se manifestent toutes de la même façon, puis il y en a d'autres que ça apparaît plus sournoisement, ou par petit moment, ou par épisode. Comment la DMLA... C'est vraiment le type d'abord caucasien. Alors, c'est vraiment important. La DMLA, c'est vraiment caucasien. C'est vraiment aussi au niveau des pays qui sont industrialisés. Je vous dirais, il y a des liens, parce que, dans le fond,
c'est là qu'on peut éviter éventuellement ou la retarder, la maladie, sachant qu'elle existe et qu'on peut l'avoir. Déménageons. Ouais. Alors, non, c'est pas qu'on doit déménager, mais c'est une condition de vie, tout simplement. Alors, si vous faites partie des gens des années 70 qui ont abusé du soleil ou est-ce qu'on mettait même de l'huile pour bronzer, ben, vous êtes à risque. Si vous avez des antécédents de fumeurs, vous avez des parents, père-mère qui ont fait de l'ACV, du diabète, de l'embonpoint, ça c'est tout, ou du cholestérol dans le tapis, où vous avez ces critères-là, ben, vous avez des gros risques d'avoir la DMLA. Parce que c'est tout ce qui cause la DMLA, en dehors du facteur génétique, comme moi, mais ce sont vraiment des pourcentages de maladies orphelines. Là. Mais d'ordre général, quelqu'un qui a la DMLA aujourd'hui, à 70 ans, il y a des antécédents fumeurs, de cholestérol, de diabète, de haute pression. Ça ressemble vraiment à ça, le portrait. Alors, ce qui fait en sorte qu'éventuellement, cette maladie-là pourrait peut-être pas être éradiée, mais quand même être diagnostiquée plus tôt, avec au niveau de la science, peut-être dans 20 ans, ça va pouvoir modifier le code génétique pour corriger tout ça. Mais actuellement, le problème qu'il y a, c'est que vu que c'est une maladie qui touche les aînés, puis la macula, la macula, c'est ce qui fait qu'on voit 98%. C'est vraiment la macula, toutes les couleurs. Ouais, puis c'est gros à peu près comme, vous savez, prenez 25 sous, regardez l'œil du caribou. Alors, c'est environ 5 mm, plus ou moins. Alors, c'est la grosseur de ce qu'on a dans l'œil qui fait ce qu'on voit. Du côté du champ périphérique, alors ça va venir vraiment compenser l'image qu'on regarde. Mais le focus, la clarté, tout ça vient de la macula. Donc, c'est cette partie-là qui est touchée. Et cette partie-là, comment je pourrais vous dire ça? Les aînés, déjà en vieillissant, comme vous parliez de la surdité alentour, ben c'est la même affaire. Donc, on va perdre de plus en plus au niveau de la vision. Donc, on a des bâtonnets et des cônes qui nous permettent de voir, qui vont mourir. Ben, dans le vieillissement, c'est normal. Ben oui. Mais là, ça va être prématuré à cause de la DMLA. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on vit plus vieux. Alors, dans le cas de ma grand-mère, prenons l'exemple de ma grand-mère qui est décédée à 60 ans. Elle est décédée à mon âge, j'ai 60 ans. Ben, elle est morte aveugle, bien entendu, mais normalement, si elle avait vécu, comme aujourd'hui, les conditions de vie, là, je vous parle des années 60, là, aujourd'hui, on parle d'une espérance de vie environ de 83 ans chez les hommes, plus ou moins. Peut-être je peux me tromper de quelques pourcentages dans les statistiques, et chez les femmes, un peu plus. Ouais. Mais la différence, c'est que, si vous êtes diagnostiqué à 70 ans, la maladie, normalement, elle peut s'échelonner environ sur 10-12 ans. Ça, je vous donne un exemple. À 70 ans, vous allez être diagnostiqué avec la DMLA. Il y a des fortes chances qu'à 85 ans, vous êtes dans cécité pas mal totale où vous ne verrez pas grand-chose. Alors, on peut dire 15 ans. Mais si vous êtes diagnostiqué à 60 ans de DMLA, et normalement, si les conditions, on met les meilleures conditions possibles pour retarder la maladie, à 75 ans, on l'a, ben là, on va être dans la totalité, on va être aveugle indirectement. Du moins, on va être vraiment magané au niveau de la vision. Mais il nous reste peut-être un autre 10 ans à vivre. Ben oui. Et c'est là qu'est le problème. Alors, d'un, le vieillissement de la population, mais de deux, le diagnostic de la maladie, personne n'est au courant parce que c'est une maladie d'aînés. Puis les gens, donc en général, ont une société qui ne protège pas tant que ça. C'est pas viscéral, là, tu sais, de s'occuper de nos aînés. Non, c'est pas... Je ne juge pas personne. On l'a vu dans les dernières années. Oui, voilà. Donc, et donc, ça fait que c'est de plus en plus isolé. C'est une maladie qui touche plus les femmes que les hommes, en Amérique du Nord, du moins. À pourcentage d'environ 10 65 les femmes et 45 les hommes. Donc, souvent, les femmes en font beaucoup plus que l'homme en général. Là, je ne vais pas genrer nécessairement, mais c'est un fait. Oh oui. La femme va toujours être plus maternelle, de s'occuper de son mari. Puis souvent, l'homme en général, il est content là-dedans. Il est heureux de se faire cuisiner ou se faire prendre soin. Alors, il faut changer ce dialogue-là parce que ça touche les aînés, et majoritairement les femmes, et souvent, eux, sont plus... c'est peut-être le côté maternel. Là. Donc, ils parleront pas. Ils diront pas qu'ils ne voient pas. Ils diront pas. Ils vont continuer toujours de s'occuper du conjoint, à titre d'exemple. Donc, alors, s'ils étaient au courant de cette maladie-là, ou du moins leur enfant, il y aurait peut-être un peu plus d'empathie de la société actuellement parce qu'on n'a pas vraiment le côté intergénérationnel. Ça se développe, marquez bien. Là, je généralise. Hein. Non, mais c'est correct. Ça prend des contrastes pour bien saisir. Là. Puis effectivement, si on avait une plus grande sensibilité, comme vous dites, il y aurait un caractère d'empathie qui serait certainement là, puis pas juste, mets tes verres, puis tu vas voir comme du monde. Ben oui, puis arrête de te plaindre, puis tu te plains tout le temps pour rien. Souvent, les aînés ne veulent plus parler. Hein. Effectivement. Puis ça aide pas au dialogue, puis ça aide pas à aller chercher des diagnostics. Vous avez parlé d'un élément super intéressant. Vous avez parlé de ralentir la dégénérescence maculaire. Je comprends qu'il n'existe pas un traitement ou une pilule miracle qui fait comme OK, on fait un retour en arrière, puis on remet ça dans l'état où c'était, puis une rétine, de ce que je comprends, on ne peut pas s'en acheter une sur Amazon sans faire importer une nouvelle. Confusion au niveau de l'œil. Hein. Souvent, les gens pensent qu'on peut se faire greffer un œil. Non, ça ne se greffe pas un œil. C'est pas un cristallin, oui, le devant, comme une vitre usée, on peut la changer, les cataractes, mais un œil, ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer, donc ça peut pas... donc, dès qu'on a un diagnostic... Il faut prendre ça au sérieux. Exact, puis le terme condamné est probablement fort, mais est-ce qu'on est condamné à se rendre automatiquement à une pleine cécité à un moment donné? C'est juste une question de temps?
Peut-être, ça dépend des antécédents de la personne, tout ça. Un ophtalmologiste pourrait plus vous répondre. Mais selon mon expérience, oui, surtout qu'on a un diagnostic, il faut prendre ça au sérieux. Et il faut prendre tout ce qu'on a en main pour rattraper, je vais dire ça comme ça, tout l'excédent des années antérieures qui a nuit à notre œil, qui a amené la DMLA. Hein, souvent, les gens, à titre d'exemple, les gens, faire un parallèle, mais peu boiteux peut-être, mais quand même, quelqu'un qui a pris de l'embonpoint pendant 20 ans, c'est pas en 1 an qu'il va le perdre. Ça va peut-être prendre un autre 20 ans pour retrouver son poids, ou sinon, il va falloir des conditions particulières pour accélérer cette perte de poids. C'est la même affaire. Alors, si on a un diagnostic de DMLA, mais ça fait 40 ans qu'on mange du fast-food, il y a des bonnes chances que la salade ne suffira pas. Oui, c'est ça. Tu peux pas juste manger des carottes pour la vue puis penser que ça va faire des miracles. C'est très bon, oui. Oui, ça vient d'un ami qui a une perte de vision, fait que je me permets. Oui. Mais oui, on peut pas... donc, on peut ralentir en prenant des meilleures habitudes de vie, une meilleure hygiène de vie. Ça peut aider à repousser un peu. Oui, parce que je vous dirais que c'est les mêmes symptômes qu'une maladie de cœur. Quelqu'un qui a un problème de cœur ou qui est à risque de faire une crise de cœur, c'est le cholestérol. Alors souvent, le médecin va lui dire, écoute, ralentis ou prends une pilule pour ralentir ton cholestérol ou arrête de manger de la viande, tout simplement. Au niveau du sucre, ça va être pareil. Donc, toutes ces maladies de sang, je vais dire ça comme ça, cardiovasculaires, ils sont amenés à l'œil, puis l'œil se nourrit de sang, et c'est des petites veines, contrairement à une aorte ou une artère, le caillot va passer, ou le gras va passer plus facilement, je vais dire ça comme ça, jusqu'à temps que le boucher. C'est pareil au niveau de l'œil. L'œil, c'est des micro-veines. Donc, le gras, quand il vient de passer, il ne peut pas nourrir la plante, qui est le bâtonnet ou le cône. Donc, il fait mourir ce bâtonnet ou le cône-là. Et on en a des millions, mais à un moment donné, comme je vous dis, en vieillissant, on en perd. Alors oui, il y a moyen de la ralentir, et il faut la ralentir. Oui. Puis, parce qu'on peut vivre... Moi, je suis l'exemple... je ne vais dire pas parfait, je ne voudrais pas jamais dire ça. Je vais le dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai la maladie, je suis diagnostiqué aveugle d'un œil, j'ai de la dégénérescence maculaire aux 2 yeux avancée, mais je développe des habitudes, tout simplement. Oui, est-ce que je rentre dans les gens par moment? Oui. Est-ce que je fonce dans le mur? Oui. Ça m'arrive aussi, mais c'est pour d'autres raisons. Oui. Mais au moins, il y a de l'espoir quand le diagnostic arrive. C'est pas une fatalité nécessairement. C'est pas une fatalité. Mais sauf quand on vous donne un diagnostic comme ça à 70 ans, ça rentre dedans. 75 ans, ça rentre dedans, parce que là, on voit tout de suite qu'on va se faire placer en CHSLD. Déjà, mes enfants ne me parlent pas. Je ne suis pas au courant c'est quoi la maladie. Beaucoup d'anxiété. Déjà, en vieillissant, les aînés font beaucoup d'anxiété. Et avec raison, on ne sait pas des aînés, qu'est-ce qui va arriver l'après-vie. En vieillissant, on se pose tous cette question-là. Alors, le fait que nos enfants ne nous parlent plus, que les conditions familiales font en sorte qu'il n'y a pas de visite, ou c'est à Noël, ou au jour de l'an, puis on est inquiète. Donc, l'anxiété dans le tapis. Là, on vous diagnostique une maladie de plus, parce que les aînés, on s'entend, on est fait de chair, donc en vieillissant... Tout sort. L'humidité rentre dans les os et tout ça, mais au-delà de tout ça, il y a effectivement cette réalité-là, puis on le voit avec tous les organismes qu'on a reçus, on le voit à quel point les aînés sont de plus en plus isolés. On n'est plus dans des grandes familles avec 25 enfants, donc si jamais il y en a 10 qui ne nous parlent pas, c'est pas grave, il en restait d'autres. Là, avec un seul enfant, s'il ne nous parle plus, on vient isoler rapidement. Et souvent, c'est pas parce qu'il est arrivé un drame familial qu'il y a une chicane, c'est juste qu'ils ont leur propre famille. Et là, c'est déjà complexe aujourd'hui. Les deux travaillent, les coûts de la vie excessivement chers. Donc, il y a un oubli qui se fait naturel, mais il est compensé par un appel Zoom ou par le téléphone, mais c'est pas suffisant pour sécuriser les aînés. Pierre Brisebois, c'est franchement intéressant. On en apprend énormément sur la DMLA. Ce qu'on va faire, on va prendre une courte pause. Puis après, on va aller parler, bien évidemment, de la fondation. Vous allez essayer de mettre sur pied tout de suite après. Reste à l'écoute. Et vous êtes de retour à l'émission Les Héros Anonymes. On est avec Pierre Brisebois, président et fondateur de la Fondation DMLA. En première partie de l'émission, bien évidemment, on a pris le temps de comprendre de quoi on allait parler. La DMLA est arrivée dans votre vie en 2009, puis a évidemment changé votre vie, ça va de soi. Il arrive des maladies, il arrive des situations dans la vie de tout le monde. Ça change nos vies, mais ça ne change pas nécessairement la vie au fait qu'on va partir une fondation pour le faire, mais je pense que le vide d'information a certainement été une grande locomotive pour donner ce goût-là, mais pourquoi avoir parti ça? Parce qu'il y avait un vide, tout simplement. Moi, c'est une maladie que j'ai eue à 46 ans, précoce,
Je me suis aperçu quand j'avais la maladie que ceux qui étaient atteints, c'était des aînés, 70 ans, des dames surtout, majoritairement des femmes qui étaient laissées eux-mêmes, puis il n'y a personne qui faisait rien. Bon, il y avait différentes associations canadiennes comme provinciales qui donnaient un coup de main quand même, mais encore là, c'est des aînés, c'est pas évident de mobiliser des aînés. Les aînés actifs, oui, sont mobilisés, mais souvent, la maladie allait chercher les moins actifs à cause du passé, comme je vous dis, de la dégénérescence maculaire qui fait qu'on... Ça va avec notre nutrition, en tout cas, ça pour dire sans juger personne. Mais donc, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je dis, mais ça se peut pas. Puis je dis, mais qui en parle? Personne n'en parlait. Moi, je suis père de 4 filles. Je sais que je l'ai, c'est à cause de ma grand-mère maternelle. Je sais que j'ai le gène que j'ai donné à mes filles, que mes filles se font régulièrement vérifier. À date, ça se passe bien. Mais je sais qu'il y a un risque majeur que mes filles soient un jour qui souffrent de cécité aussi fonctionnelle. Et je me suis dit, mais non, je peux pas vivre dans mon quotidien en laissant un héritage, sans que j'ai pu essayer de changer quelque chose dans la part que je peux faire, bien entendu, pour changer cette maladie-là. Et je me suis dit non. Là, j'étais un coureur. Il y avait Pierre Lavoie qui inspirait beaucoup au niveau de la course, en lien avec ses enfants qui sont décédés d'une maladie orpheline. Bon, il n'y avait pas de décès dans le cas de moi, mais je me suis dit, mais j'étais déjà un coureur. Donc, je me suis dit, je vais faire une levée de fonds. J'ai fait ça pour le CHUM. La première année, je fais ça pour le CHUM. J'ai fait le marathon de Montréal. J'ai appelé mes chums. On a fait une levée de fonds d'à peu près presque 3 500 $, 4 000 $, je ne me souviens pas. Plus ou moins. Là, et j'ai remis ça au CHUM. L'année d'après, je l'ai fait j'ai dit, mais si moi, je peux faire ça tout seul, alors imaginez si tous les coureurs pouvaient le faire une levée de fonds, peu importe le montant, de 2 $ à 1000 et plus, ça va faire la différence. Donc, l'année suivante, on a remis 33 000 $. Donc, j'ai lancé le défi des MLA, qui était une course et une marche pour sensibiliser les gens à la maladie. Suite à ça, j'ai remis 33 000 pour la recherche, mais je me suis aperçu que 33 000 pour la recherche, parce qu'on est une petite fondation, tous c'est bénévole, puis c'est fait à temps partiel, on essaie, même si on est temps plein là-dessus, c'est du temps partiel, parce que il n'y a pas de rémunération, pas parce qu'il n'y a pas de rémunération, mais il faut manger, donc c'est normal. Donc ça fait en sorte que j'ai dit, mais le 33 000 pour la recherche, c'est vraiment, c'est rien, là, c'est un grain de sable, pas dans l'univers, mais dans le plus large que ça encore. Donc je me suis dit, mais comment je peux aider, comment je peux faire qu'on peut aider quelqu'un qui est pris avec la DMLA? Je me suis dit, d'abord, on peut les informer, c'est ça le but en premier, c'est de sensibiliser. Après ça, c'est leur montrer comment qu'on peut bien manger, faire quelques exercices, puis où est-ce qu'ils se trouvent, parce que l'œil, étant donné que j'étais un coureur, je savais que j'avais besoin des nutriments pour donner des muscles à mes jambes, l'énergie. Donc, c'est une question. Comme tout quelqu'un qui s'entraîne comprend qu'il prend tel aliment. Mais là, l'œil a besoin de nutriments. Alors, je me suis dit, mais on va faire un programme qui va informer les gens, pas quoi manger, parce qu'on n'est pas des nutritionnistes, mais plutôt où est-ce qu'ils sont les vitamines que l'œil a besoin. Donc, on a lancé le programme Vision, Exercice et Nutriments, qui est entre autres. Donc, on a fait ça avec la Fondation. Et là, à partir de là aussi, lancer une fondation, c'est pas évident, c'est pas aussi facile. Ça s'appelait Fondation Pierre Brisebois au début, mais Pierre Brisebois, c'est pas comme Guy Lafleur, qui est décédé du cancer, malheureusement, mais au moins on peut l'associer à une maladie. Oui, on comprend d'où ça vient. S'il y avait une fondation Guy Lafleur, on dit c'est pour le cancer. C'est pas que vous n'êtes pas connu comme Barabas dans Passion. Non, mais... personne ne me connaît, mais ça va. Donc, ça disait rien. Donc, on a lancé ça pour Fondation DMLA. Et la Fondation DMLA est venue suite. Puis, on est aussi le R&D Foundation, parce qu'il fallait aussi le pendant en anglais aller le chercher. Donc, là, j'ai lancé la Fondation. En se levant les manches, puis on dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, donc, on a remis pour la recherche. On a lancé le programme Vision, qui est VEN, qui est présenté dans les résidences pour aînés, pour expliquer c'est quoi, et ainsi de suite. Et on a lancé le programme vous devez comprendre que l'Institut Nazareth-Louis Braille, ou MAB Mackay, ou tous ces organismes-là qui viennent en aide à ceux qui avec des programmes, puis c'est parfait, là. Sauf que dans DMLA, il y a comme une petite zone grise. C'est une maladie d'aînés, c'est une maladie qu'on voit encore, mais on ne voit pas tout bien. Donc, avant que ces institutions-là puissent prendre en charge une personne atteinte de DMLA, souvent, cette personne-là est quasiment dans cécité totale. Donc là, il y a un risque d'accident chez elle. C'est là qu'ils vont intervenir. Mais là, entre-temps, si vous préférez, il y a des priorités ailleurs avec des cécités complètes, tout ça. Et c'est comprenable. Puis c'est une question de budget aussi qu'ils ont. Là, je me suis dit, mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de combler le manque? Alors, je me suis aperçu que l'Institut Nazareth-Louis Braille, comme MAB Mackay, ainsi de suite, pouvait donner des lunettes, mais des lunettes de prescription, des lunettes, parce que ça fait partie des offres de service, mais vous devez comprendre aussi, je dis souvent ce mot-là, mais que la DMLA, on ne tolère pas la lumière. On ne tolère pas le soleil. Toute la lumière qui est trop forte, notre distorsion va s'amplifier. Avec les petites lunettes UV de la pharmacie, là, ça ne doit pas être un grand succès, j'imagine. Il faut faire attention. Si c'est des reconnus UV avec une certification, vous êtes correct. Parce que ce que vous devez savoir, c'est quand vous mettez des lunettes, c'est un peu comme un petit gars, on se cachait devant le miroir. On regardait la pupille grossir. C'est pareil. Alors, si je mets des lunettes, exemple, de soleil, ombrées, alors ma pupille va ouvrir. Mais si la vitre n'est pas 100% UV,
La pupille ouvre, mais voilà, les rayons UV vont rentrer. rentrer, ils vont venir tout de suite attaquer la macula. Donc, il faut avoir des lunettes vraiment certifiées et polarisées, parce que polariser, c'est important, parce que le reflet du soleil sur les autres surfaces, soit sur un véhicule d'auto, une lumière, pas une lumière, un pare-brise, sur la neige, sur la pluie, bon, ben ça, c'est amplifié. Alors, vraiment, le polarisé va vraiment adoucir ça aussi, pour éviter des mal de tête. Donc, on s'est dit, il y avait un manque là, donc on a lancé le programme de lunettes. On donne des lunettes de soleil gratuitement qui sont protection UV. Et polarisées, qui peuvent être mis par-dessus des lunettes. Bon, c'est pas des lunettes Ray-Ban, on s'entend. C'est des lunettes d'une valeur à peu près 40 $ sur le marché. Mais quand même, on les donne gratuitement. Depuis la pandémie, on est obligé de... C'est hyper concret, là. Oui, depuis la pandémie, on est obligé de charger un frais de livraison qui est de 20 $. C'est pas parce qu'on veut faire des solutions, on ne va pas du tout, c'est que le prix de Post Canada est rendu là. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, les levées de fonds qu'on fait, c'est pour payer les lunettes, bien entendu, payer le déplacement, exemple, pour aller dans les résidences, et le site Le Maculaire qu'on a lancé. Ben, parlons-en du site Le Maculaire. Donc, c'est un web magazine. C'est un web magazine, oui, parce qu'on ne peut pas l'imprimer, on n'a pas les sous pour le faire. Et puis, en plus, il faudra avoir la distribution. Puis, mais bon, l'industrie de l'imprimer ne va pas si bien que ça. Oui. Donc, voilà. Alors, c'est un web magazine parce que moi, je voulais vraiment trouver quelque chose en français qui nous rejoint et qui peut s'expliquer c'est quoi la maladie, puis démystifier la maladie, parce que DMLA, c'est pas marketing du tout. Puis, quand on est diagnostiqué, on mélange les mots, comme je disais tantôt. Donc, ce magazine-là explique vraiment c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. D'abord mondialement, mais qu'est-ce qui se passe ici localement, mais aussi c'est quoi la maladie, qu'est-ce qu'on peut faire pour retarder la maladie, qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique dans notre quotidien pour bien manger, comme je disais tantôt, les vitamines, où est-ce qu'ils sont. Alors, il y a vraiment tout de A à Z sur la DMLA, connaître la maladie, parce qu'il y a des niveaux de maladie, de DMLA précoce comme avancé, mais on a des figures aussi qui démontrent aussi bien ça, il y a des vidéos aussi explicatives qui expliquent c'est quoi la maladie, qu'est-ce que ça a l'air, on peut-tu vivre avec, parce que le but en arrière, surtout le but de la Fondation DMLA, c'est de faire sensibiliser les gens à la maladie, c'est sûr, mais c'est de dire que pas parce que vous êtes atteint de cécité que vous êtes plus bon. Au contraire, vous allez apprendre à travailler différemment. Est-ce que ça va prendre plus de temps? Oui, sûrement. Puis sensibiliser la famille. Donc, ce web magazine-là fait à peu près tout. Je pense qu'il est assez complet. Puis on le met à jour quasiment au quotidien sur les nouvelles parce qu'il y a beaucoup de charlatans à travers le monde. Là. Oui, effectivement. Puis on réalise à quel point sur le web, des fois, c'est difficile de trouver le vrai du faux. Puis Docteur Internet n'est pas toujours le meilleur allié, mais d'avoir une source fiable d'informations quand on vient de recevoir un diagnostic. Puis en plus, ça s'adresse davantage à une population aînée, d'avoir une facilité d'accès. Là, je pense que c'est hyper pertinent. Et en tout cas, félicitations pour le web magazine, là, pour l'avoir parcouru. Et je vous invite à le faire, là, que vous soyez touché ou pas par la maladie. Je pense qu'on n'est jamais assez instruit et sensibilisé. Puis comme on se dit, avec la population vieillissante, les chances sont de plus en plus grandes de connaître quelqu'un finalement qui va devoir naviguer avec ça. Et souvent, dans les conférences qu'on fait dans le programme VEN, dans les résidences pour aînés, souvent, c'est ce qu'on va dire. Qui connaît la maladie? Puis moi, je m'amuse. Quand c'est moi qui ai fait, je m'amuse parce que j'aime ça faire ça parce que je suis un passionné. Puis je suis content de sensibiliser les gens à cette maladie-là. Mais je donne un exemple. Il y a 40 aînés devant moi, différents âges, mais 65 ans et plus. Là, je dis levez la main, ceux qui savent c'est quoi la maladie. Hein? Non, puis il n'y a personne. Une fois, il y en a un qui lève ou elle, parce qu'elle sait qu'elle l'a, ou elle ne l'a pas dit. Elle ne veut pas faire son coming out. Elle ne veut pas dire que si je rentre dans le monde, vous allez comprendre maintenant pourquoi, parce que faut le sortir. Mais elles ne le disent pas. Alors, là, je leur dis, mais c'est une maladie qui vous touche, vous, les aînés, et vous n'êtes pas au courant. Puis je leur donne comme exemple souvent, quand l'automne arrive, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je les fais parler. Alors souvent, ils vont dire, quand l'automne arrive, je mets une veste parce que je sais que je peux attraper un rhume. Bon, mais parce que vous savez, c'est quoi un rhume? Oui. Mais si je vous dis la DMLA, vous ne savez pas c'est quoi, puis c'est la première cause de cécité, aimeriez-vous ça? Pas être en mesure de pouvoir tout le bricolage que vous faites dans une semaine, être plus capable de le faire. Et parce que là, je veux vraiment les toucher. Là. Des fois, ils me trouvent dur, là, mais et là, ils vont dire, oui, c'est ça. Alors, si vous avez des dégénérescences maculaires, vous ne pourrez plus faire ça. Donc, c'est sérieux, là. Là, ils m'écoutent un peu plus. Et donc, ça fait en sorte qu'on les sensibilise. Et là, à partir de là, moi, c'est les enfants. Bon, maintenant, avant la pandémie, on faisait des fois les marchés comme Atwater, Chantal. On peut expliquer. Ah oui, OK. Oui, gratuitement, là, pendant que ma conjointe pouvait faire des emplettes. Absolument, c'est moi qui ai fait, mais là, dans ces situations-là. Mais de sensibiliser les gens, mais sensibiliser les enfants et les petits-enfants. Tout à fait. Oui, alors bref, c'est ça. Tout à fait. Quand on parle de la DMLA, il y a des maladies qu'on sait qu'il faut surveiller certains signes avant-coureurs, qu'on a des symptômes qui apparaissent. Je lisais ça, puis en même temps, je me trouvais bien niaiseux parce que je ne comprenais rien. Le premier signe clinique de la DMLA est la découverte de drusses qui sont des dépôts acellulaires focaux de débris polymorphes entre les pigments rétiniens et la membrane de Bruch. J'ai rien compris de ce que je viens de dire. Vous avez raison, c'est très compliqué. Alors, c'est un langage ophtalmique. L'ophtalmologiste va vous dire ça dessus, va comprendre. Ben oui, alors, j'imagine. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que, étant donné que la veine, je vais vous résumer. Merci. C'est la veine qui nourrit la plante. On va penser à une plante. Pensez à une plante que vous... À date, je vous suis. Là, ça va. Alors, vous avez une belle plante que vous mettez dans un terreau, c'est ça? Ou dans le sol, tout simplement.
et que la plante, vous apercevez qu'elle meurt tranquillement pas vite. Donc, ça, je suis bon avec des plantes qui meurent. Alors, votre déduction va dire, ça y est, au niveau du terreau, il y a quelque chose qui ne va pas, ou il y a quelque chose dans le sol qui est, c'est ça. Dans votre sang, elle va faire mourir la base de votre plante parce qu'elle est contaminée au cholestérol à la haute pression, et cette cicatrisation-là, je vais dire ça comme ça, laisse un dépôt. Là, je caricature, là, mais pour vous donner une idée, pour faire mourir la plante. Mais la plante, là, c'est votre vision. C'est un des capteurs qui fait que vous voyez la fleur. Alors, étant donné que le terreau n'est pas bon et qu'il va mourir, là, il se fait un dépôt. Alors, ce dépôt-là, ça s'appelle un druse ou un drusen. Mais ça, vous ne le voyez pas à votre œil. C'est l'optométriste ou l'ophtalmologiste qui va vous diagnostiquer ça. Mais concrètement, qu'est-ce que ça fait? Quand je regarde, là, qu'est-ce que ça fait? Alors, vous ne tolérez pas la lumière, exemple. Ça, c'est des signes avant-coureurs. Vous avez la difficulté avec tout ce qui est l'éclairage aujourd'hui. Là. L'éclairage extérieur, là, vous supportez ça. Vous ne supportez pas. Vous fermez les yeux tellement que vous trouvez ça agressant. Vous apercevez que tout ce qui est à l'horizontale ou la verticale ondule. Je donne un exemple. Vous regardez un cadre de porte, vous regardez un cadre sur le mur. Ouais. Vous avez l'impression vraiment qu'il est un peu convexe ou concave. Il y a quelque chose qui ne va pas, que ça ondule. Ça, c'est des signes avant-coureurs de DMLA. Bon. L'humain est bien fait, c'est-à-dire que votre œil qui est atteint, on commence toujours par un œil, l'autre œil, le cerveau va compenser. Oui. Donc, pour vérifier, il faut fermer un œil. Et c'est souvent le diagnostic va se faire que lorsque quelqu'un, il y a une poussière dans l'œil, il se ferme l'œil, il dit qu'est-ce qui se passe avec l'autre œil, ou vice-versa. C'est souvent là que le diagnostic est. Ce qu'il faut regarder d'abord, c'est, concrètement, c'est ça, mais il faut surtout regarder son passé. Je fais-tu du cholestérol? Oui, j'arrive-tu à un âge 40 ans? Nous, on a travaillé beaucoup avec l'Association d'optométristes du Québec pour sensibiliser les gens à, chez l'homme, le cancer de la prostate à 50 ans, le médecin de famille va dire tout de suite, écoute, oui, ça va de soi. Ça va de soi. La femme, cancer du sein au début quarantaine. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'à 50 ans, l'optométriste lui dise, ou le médecin de famille dise, allez donc voir votre optométriste, peut-être à vous, ou s'il voit que son patient a du cholestérol, lui dire qu'il y a d'autres maladies que les crises de cœur qui sont reliées à son cholestérol. Il pourrait perdre la vue. Pierre Brisebois, vous faites un travail extraordinaire de vulgariser tout ça, déjà, parce que vous avez bien compris que je n'avais rien compris. Maintenant, c'est clair. Merci. Votre mission, elle est primordiale parce que c'est pas... C'est pas anodin, c'est quand même, ça change la vie, ça change la vôtre. Certainement, vous êtes très fonctionnel, mais ça change la vie. Merci de le faire. Merci de non seulement avoir pris le diagnostic, mais d'avoir parti une fondation qui répond certainement à un besoin. Les gens qui veulent plus d'informations, je vous invite vraiment à aller visiter fondationdmla.com. Et comme le disait M. Brisebois, il y a des besoins, clairement, donc n'hésitez pas si vous avez la possibilité de soutenir cette organisation-là, de le faire. Merci. Sinon, merci, M. Brisebois, d'avoir été avec nous. Très intéressant. Et le temps passe très vite en votre compagnie, clairement. Alors, je vous invite à Merci à vous. Merci. Et vous, en ligne, pas en ligne, en ondes, voilà. Restez à l'écoute. On se retrouve dans quelques instants pour découvrir un autre héros anonyme. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Daniel Lantaigne. Et de retour à l'émission Les Héros Anonymes pour cette deuxième partie où j'ai le plaisir, très grand plaisir, je vais vous dire, de vous présenter un organisme qui s'appelle Chio Nordique. Vous allez voir, vous allez tomber en amour avec la cause, là, je suis convaincu. Et pour ce faire, on a Dr Daphné Veilleux-Lemieux au bout de la ligne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui et de prendre le temps de nous faire connaître votre organisation puis de faire connaître aussi le travail que vous faites au quotidien. C'est vraiment, vraiment apprécié. Bien, merci à vous de pouvoir porter la voix des sans-colliers ce midi. Comme je dis, c'est vraiment un grand plaisir. Bon, peut-être parce que je suis un amoureux des animaux. Déjà, ça part bien. Mais je trouvais ça fascinant quand j'ai vu votre organisme, que je trouve méritait d'être sur le radar. Docteur Veilleux-Lemieux, vous êtes directrice des services vétérinaires de l'Université Laval, mais vous êtes aussi, évidemment, vétérinaire, on le comprend bien, et présidente de l'organisme Chio Nordique. Une histoire qui a débuté pour vous, si je ne me trompe pas, là, avec une adoption d'un chien en 2011. C'est bien ça? Oui, exactement. En 2011, je vais l'avouer, je me cherchais. Je cherchais une cause à embrasser. J'étais rendue à un moment de ma vie où j'étais où est-ce qu'on s'en va? Puis j'ai vu un article sur le site de Radio-Canada qui avait des chiens adoptés, qui venaient du Nord, adoptés au Sud. Puis, force est de constater que j'ai pu adopter mon premier Chio Nordique en 2011. J'avais une grosse brûlure au niveau du thorax. Oh. Puis,
j'ai pu m'impliquer au final comme vétérinaire dans un premier temps là, en 2012 pour la création du programme de clinique de stérilisation en communauté autochtone, puis j'ai pas arrêté depuis. Donc, j'ai sauté à pieds joints, puis je suis restée dans le train. Fait que vous êtes cherché, mais vous êtes trouvé clairement. Clairement, puis tant mieux, tant mieux. Chiot nordique, ben vous avez parlé du nord, du sud, communauté autochtone. J'ai goût déjà qu'on prenne un temps d'arrêt pour juste comprendre, ben, c'est quoi Chiot nordique exactement? Oui, Chiot nordique, c'est un organisme 100% bénévole, 100% financé par les dons du public qui répond aux défis ou aux problèmes de surpopulation canine en communauté autochtone au Québec. Donc, on a 4 principales missions. La première, je dirais la plus vaste et la plus grande, c'est la tenue de clinique en communauté. Donc, pour aller stériliser, examiner, vacciner les chiens. On envoie aussi de la nourriture sèche pour les communautés qui ont peu accès à l'alimentation de qualité. On fait des transferts canins. Donc, quand les propriétaires... Oui, lorsque les propriétaires veulent transférer la propriété de leur chien, ils désirent plus s'en occuper pour diverses raisons. Ils peuvent faire appel à notre organisme, puis on fait de l'adoption. Oh, c'est bien. Oui. Puis on a un programme également d'éducation, sensibilisation. Donc, on a un programme où on se déplace dans les écoles primaires, secondaires des communautés pour qu'il y ait des discussions par rapport aux liens canins-humains. Où est-ce qu'on est rendu en 2023, 2024 en communauté avec, je dirais, la relation qui a eu une très, très grande mouvance depuis de nombreuses années. Donc, je dirais c'est tout ce qu'on fait dans notre sac à dos pour le moment. Mais quand même, là, je vais faire là, le gars de Montréal typique là, qui, quand je pense à une surpopulation animale, pour moi, je pense juste à tous les chats que je vois dans la ruelle, puis je me dis, ben oui, c'est sûr, il faut les stériliser, ça fait que du sens. Je vois pas tant de chiens errants que ça là, dans mon quartier à Montréal, mais je comprends que c'est une toute autre réalité là, dans le Nord, là, c'est ça? Il y a moins de chats, disons, non? Non, oui, effectivement, il y a moins de chats. Le climat, je pense que ça serait pas une bonne idée, mais bref, il y a beaucoup de chiens aussi. C'est pas que dans le Nord. On va parler vraiment des communautés autochtones. On a des défis de surpopulation canine, même à Equanichit, Nutashquan, à Uashat, Maliotenam. OK, pas si loin que ça, là. Côte-Nord, non. On a dans nos 3 communautés Atikamekw aussi. Donc, c'est pas nécessairement dans le Nord, mais les chiens sont en liberté. Donc, on ne parle plus de chiens errants, nous, de notre côté. On parle vraiment de chiens en liberté parce que la majorité des propriétaires, c'est pas des chiens qui vont être attachés ou c'est pas des chiens nécessairement qui vont vivre à l'intérieur. Puis, pour diverses raisons, il y a soit peu de services vétérinaires à proximité ou des fois pas du tout, mais aussi pas nécessairement le financement là, au niveau des familles pour effectuer la stérilisation. Donc, bon an, mal an, un mâle, une femelle, ça peut augmenter assez rapidement la population. Donc, c'est la différence. Dans les communautés autochtones, un chien en liberté, c'est un vrai chien, entre guillemets. Hein. Ils ont des défis comportementaux différents, mais c'est des chiens là, complètement normaux qui vivent en meute. C'est magnifique comment ils sont différents des chiens du Sud, si on peut le dire comme ça. Ben oui, ben certainement. Puis si le nom aux gens qui nous écoutent de Chiot nordique résonne quelque chose, je pense que vous avez été mis en vedette là, dans les premiers épisodes de la 6e saison de Refuge Animal. C'est bien ça? Oui. On a eu la chance, je dirais le privilège d'avoir toute l'équipe avec nous pour 2 cliniques. Une clinique à Opitiwan ou au Bédouane en français, puis une à Kawachikamash, Matimekos-Tlajon et Schipperville. Donc, oui, Refuge Animal est venu voir comment qu'on fait, comment qu'on tient nos cliniques. On est une 20aine de bénévoles à peu près par intervention. Il y a du porte-à-porte, de la capture, du chenil et vraiment de la clinique vétérinaire. Donc, oui, on a eu cette chance-là. Ça se passe comment j'ai pas vu les épisodes, donc je me demande, ça se passe comment une clinique de stérilisation? Les chiens font la queue leu-leu puis attendent de passer au bistouri. Les gens prennent rendez-vous, vous identifiez des chiens errants puis vous essayez de les approcher. J'aimerais juste mieux comprendre comment ça se vit quand vous allez faire une clinique, dans le fond. Oui, mais dans un premier temps, il faut comprendre que nous, on se déplace à la demande de la communauté. Okay. Puis, on va établir ensemble un plan d'action. Donc, parce que les besoins des communautés peuvent être différents. On a des nations qui ont déjà des contrôleurs animaliers, qui ont des refuges, même, je pense à certaines
vaccination CRI. Il y en a des communautés qui vont nous demander de, castrer tous les chiens sans collier en liberté et de les stériliser. Il y en a qui vont nous demander que pour les propriétaires canins qui vont se déplacer, donc c'est très variable. Mais normalement, si on parle d'une clinique, je dirais, de plus grande envergure, on a 2 équipes de porte-à-porte et de capture dans la communauté qui vont, je dirais, faire la carte de la communauté au complet, là, toutes les rues, vont s'assurer, OK, est-ce que c'est votre chien, et expliquer ce pourquoi nous sommes là, parce que il faut aussi expliquer aux gens pour qu'il y ait une bonne compréhension puis une bonne acceptation de la stérilisation, de la vaccination. Puis on a un chenil temporaire de 50 à 70 cages. Donc, on fait comme une clinique vétérinaire, on remplit un dossier médical à l'arrivée, il y a un examen vétérinaire et ensuite l'animal va être stérilisé par notre équipe. Puis, il va retourner là, dans sa famille après. Ah, OK. Je comprends très, très bien. C'est vital, évidemment. On comprend pour parler de la surpopulation, puis la reproduction, évidemment, qui vient avec. Je vais encore faire mon gars de Montréal pour bien illustrer. Quand je vais dans un refuge, j'ai le goût d'adopter tous les chiens. Quand je vais chez des amis, je suis le premier à sauter ces chiens pour les coller puis les flatter. Quand je m'en vais en voyage, disons à Cuba, si je vois un chien dans la rue, je n'irai pas nécessairement le flatter. J'ai toujours peur que ça vienne avec plein de bébites, puis je ne sais pas trop s'il a rage ou s'il va me sauter dessus. Il y a un enjeu qui n'est pas juste d'avoir plein de chiens qui se promènent dans la rue puis qu'on ne sait pas comment ils vont réagir parce que c'est des bêtes avec des émotions, mais j'imagine qu'il y a peut-être un enjeu de santé publique aussi avec une surpopulation canine. Il y a assurément un enjeu de santé publique. Dans un premier temps, au Québec, la rage existe encore. Donc, il y a des communautés autochtones ou des villages inuits qui sont situés en région endémique pour la rage. Donc, à chaque clinique, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vacciner les chiens. Il y a également les chiens en communauté autochtone sont hyperparasités, donc des parasites, des vers intestinaux qui peuvent se transmettre à l'homme. Okay. Il y a, je dirais, un pourcentage très, très élevé de morsures pour les enfants. Tu sais, un enfant qui se promène avec une sandwich ou des choses comme ça, donc le taux de morsure est plus important. Puis, des moques de chiens, ça peut faire peur. Hein? Si on se promène le soir... donc, il y a beaucoup de elders, de personnes âgées qui vont moins sortir de chez eux, qui vont moins se déplacer, qui vont moins aller dehors parce qu'ils ont peur pour leur sécurité. Donc, au niveau du bien-être humain, si je peux le nommer ainsi, c'est aussi un défi puis un enjeu, là. Ben oui, puis quand on sait la place puis l'importance que prennent les elders, les aînés dans les communautés, s'ils en finissent par être isolés, ben là, on a un enjeu qui est encore plus grand dans ces différentes communautés-là. Puis j'aime beaucoup vous l'avez bien mentionné, ben vous vous arrimez aussi aux réalités des différentes communautés, hein, parce que des fois, je vous dire, l'homme blanc, la femme blanche, a l'air à penser que toutes les communautés autochtones sont homogènes. Ben chaque communauté a sa réalité, puis je pense que vous avez réussi à tisser des grands liens de confiance, puis la clé, elle doit être là aussi, là. Oui, on n'a pas le choix. Nous, on n'est pas là pour régler le problème. Hein. Chiot nordique existe par et pour les communautés autochtones. Ça prend des décideurs locaux qui désirent que ce soit une solution, la stérilisation, mais surtout, on ne peut pas faire ça seul. C'est vraiment un travail d'équipe, de collaboration. Il y a des communautés qu'on va visiter 2 fois par année, différemment d'une autre communauté où c'est juste une petite équipe vétérinaire et qu'il n'y a pas de capture. Il faut vraiment, comme vous dites, s'arrimer à leurs besoins. Oui, puis juste quand même, vous l'avez dit, mais je trouve ça impressionnant. Vous êtes une équipe 100% bénévole qui se déplace dans les communautés, puis des fois, ils n'ont pas besoin d'être très loin pour quand même... On s'entend, là, ça coûte pas rien se déplacer, de faire en sorte que ces cliniques-là, d'envoyer de la nourriture sèche, vous parliez, ou d'organiser des transferts. Ça doit représenter quand même des coûts considérables dans une année, là. Oui, une clinique par route, pour les communautés qui sont accessibles par la route, ça peut se chiffrer à 15 000 $ environ. Wow. Je dirais toutes dépenses confondues, le transport... items médicaux, etc. Une clinique par avion se chiffre entre 50 000 et 90 000 $. Oui, c'est principalement le transport qui coûte cher au Québec. Donc oui, c'est des grosses dépenses. Puis aucun programme gouvernemental qui couvre ces dites dépenses. Donc
certainement que nous, nos supporters, nos donateurs, c'est aussi une des clés que Chio Nordique puisse encore faire ces actions, ces interventions-là. Ben oui, c'est vraiment un grand, je peux dire un grand succès, mais en même temps un grand tour de force que vous réussissez à mobiliser autant d'amour. On sait que les gens, aiment les animaux, mais entre aimer un animal puis choisir de faire un don à une organisation comme Chio Nordique, clairement, vous avez mis le doigt sur un bobo pour que les gens réagissent aussi bien. Fait en tout cas, je salue et je remercie tous les individus qui font des dons à votre organisation, puis les fondations aussi qui doivent vous soutenir dans une certaine mesure. Je trouve ça extraordinaire. On parlait d'une équipe bénévole tantôt, là. Grosso modo, je pense que, évidemment, le conseil d'administration qui est bénévole, des superviseurs de région, des superviseurs de familles d'accueil, évidemment les familles d'accueil. Vous aviez nommé des noms de communautés que vous aviez même nommé après ça en français. Bien, j'imagine qu'il y a des traducteurs aussi qui embarquent là-dedans. Il y a du monde là, autour de tout ça, là. Oui. C'est pas 2-3 vétérinaires qui débarquent là, puis ça finit là. Non, pas du tout. Je dirais qu'on est une bonne... De gens là, impliqués, je dirais, au quotidien de manière hebdomadaire, je dirais, de manière plus serrée. On est peut-être une 50aine, mais on a une liste de bénévoles potentiels d'une 1000 personnes environ. Wow. Ça compte techniciens en santé animale, vétérinaires, personnes qui n'ont pas nécessairement d'expérience médicale, mais qui viennent faire de la capture, du chenil, etc. Oui, on a des traducteurs, des responsables des réseaux sociaux, responsables du financement. C'est exclusivement bénévole. Mais je l'ai dit à une collègue autochtone hier, c'est des rencontres humaines et animales chez Chio Nordique qui nourrissent tellement que quand tu sautes dans le train, quand tu débutes sur ce chemin-là, beaucoup de difficultés à arrêter ou à mettre le pied sur le frein. Là. Ah ben ça, c'est très intéressant. Docteur Veilleux-Lemieux, si vous me le permettez, on va prendre une courte pause, mais après, j'aimerais ça que vous nous parliez de votre première visite ou votre première clinique que vous avez fait parce que ça doit frapper, ça doit marquer l'imaginaire. Alors, si vous voulez bien, on prend une courte pause et on continue cette discussion-là très intéressante dans quelques instants avec Dr Daphné Veilleux-Lemieux de Chio Nordique. Et vous êtes de retour à l'émission Les Héros Anonymes. On poursuit cet échange-là franchement intéressant avec Dr Daphné Veilleux-Lemieux, présidente vétérinaire de Chio Nordique. Juste avant qu'on se laisse pour cette courte pause-là, je me posais la question de dire, c'est quoi qui se passe quand on arrive comme ça pour faire une clinique ou pour faire une première intervention dans une communauté autochtone et qu'on voit cette surpopulation-là canine? J'imagine qu'il doit y avoir une partie qui doit être très, 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 en anglais, il y a overwhelming, mais il y a aussi, j'imagine, des fois peut-être plus de chiens que de moyens. Comment vous avez vécu ça? Et vous vivez encore ça même? Oui, je le vis encore. C'est certainement qu'en 2012, ma vision de ce qu'est une communauté autochtone était à zéro. Hein. On en entendait un petit peu parler dans les journaux, dans les médias, mais savoir ce qu'est une communauté autochtone, aller faire des rencontres avec des humains incroyables, ça, je ne l'avais jamais fait. Donc, il y a beaucoup de choses qui m'ont, je dirais, troublée. Hein? On est allé, ma première clinique s'est tenue à Nitashquan, où j'ai rencontré Catherine Pinette. C'est ma première rencontre qui m'a marquée, je ne le dirai à jamais. Là, tu sais, c'est devenu pour moi une amie. Je dirais les défis pour les humains là-bas sont juste incroyablement présents. Ouais. Oui, il y a les chiens dans tout ça, mais je suis rendue, mon départ, je me suis impliquée pour les chiens. Il y avait un problème de surpopulation. Je suis vétérinaire. Je le cacherai pas. J'aime les animaux. C'est un prérequis. Mais, exactement. Mais de voir, puis je dirais pas que c'est que de la mise à humaine, loin de là,
Mais de voir du jus d'orange à 15 $, de voir des bananes à 9 $ à une année chipou, c'est brutal. Ouais. Pour moi, quand je suis sortie en 2012 de ma première clinique, deux choses qui m'ont frappée. Un, c'est le tiers-monde du Québec, dans plusieurs communautés. Il y a des communautés comme Kitsakit qui n'ont pas l'électricité encore. On est presque en 2024. Il y a des enfants qui n'ont pas nécessairement les soins qu'ils méritent. Bref, il y a beaucoup d'enjeux, je dirais, humains. C'est là où je me dis je peux faire une petite différence pour ces populations-là. J'ai pas des compétences autres qu'à vétérinaire, rassurément. C'est le premier, je dirais, constat que j'ai fait. L'autre constat que j'ai fait, c'est que c'est des chiens d'une résilience, les chiens en communauté autochtone. On ouvre une clinique une fois, on les nourrit une fois. Le lendemain matin, il y a 4-5 chiens qui nous attendent couchés devant la clinique. Quand on est parti, le convoi de Nutashquan, on avait 5 chiens qui nous suivaient. Ça va briser le cœur, ça? Ah, c'est fou. Les fois où on a pleuré, où on a ri, où on a... C'est un gros mix d'émotions. Hein. C'est des émotions de tristesse, des fois de colère. Mais au final, il faut faire ressortir le beau de tout ça. Moi, c'est ce que j'essaie de faire dans tout ce que je fais dans la vie. Je ne le fais pas toujours de bonne manière, mais je pense de voir, c'est un chien à la fois. On ne peut pas tous les sauver. On ne peut pas tous les stériliser. On ne va pas nécessairement capturer tous les chiens qui sont au dépotoir, par exemple. Mais on fait une différence à chaque moment, tant pour ces chiens-là que pour la population. On a des témoignages de propriétaires, des témoignages de gens qui s'occupent de la sécurité publique. Quand Chiots Nordiques, puis ça ne se limite pas à Chiots Nordiques, hein, parce que comme je disais, c'est un travail d'équipe, puis c'est la communauté derrière tout ça qui est derrière tout ça. Mais quand on fait des actions pérennes et fréquentes, il y a une différence. Il y a une différence pour tout le monde. Pour l'espèce animale puis l'espèce humaine à côté. Donc, c'est se préparer à ça. La première fois en 2012, je vous avouerai, je suis revenue de là, puis ça m'a pris plusieurs semaines de m'en remettre. Mais maintenant, c'est ça à chaque fois. Parce que quand on va en clinique, on revient chez nous, puis je ne suis pas la seule à le dire, on passe un 4 jours intense, là, où on fait du 12 heures, du 16 heures, des fois, en ligne. Puis, on a tellement l'impression de changer des choses. On a tellement l'impression de faire avancer tant la cause animale que la cause lien canin humain, etc. On revient chez nous, puis ça prend quelques jours de se déposer, de faire en sorte. Mais mon travail, là, il est-tu si important que ça? C'est ce que je fais dans la vie au quotidien. Ça change-tu quelque chose? Donc, faut le vivre pour me comprendre, je crois. Mais c'est phénoménal comment ça peut changer notre perception même de soi. Tu sais, moi, j'ai énormément changé depuis que je suis dans Chiots Nordiques. Ça doit changer. Ça doit changer une personne fondamentalement. Là. Oui, vraiment, vraiment. Et je vous amène là, sur un autre terrain avant de revenir à Chiots Nordiques. Depuis quelques années, on parle, je vais vous dire, d'une certaine détresse auprès des vétérinaires. Là. En 2022, je pense que l'Ordre des médecins vétérinaires avait commandé une étude qui disait que près de 40% des vétérinaires québécois vivaient avec des symptômes d'épuisement professionnel. Il y a une surreprésentation dans le taux de suicide auprès des vétérinaires. Est-ce que Chiots Nordiques est un peu, pas une bouée, pas nécessairement un phare avec un peu de lumière, mais est-ce que ça aide à redonner du sens dans tout cet épuisement-là ou ça rajoute devant la détresse animale puis ça amplifie? On dirait que je ne sais pas comment positionner ça dans la détresse qu'il semble y avoir dans le milieu vétérinaire. Là. Oui, il y a une grande détresse. C'est même une question qu'on doit, je crois, soulever, resoulever, en parler. Faire en sorte que ça change. Mais je peux parler pour moi, mais je vais parler pour des collègues vétérinaires qui sont dans le Chiots Nordiques. Je pense à une de mes collègues, Nathalie, qui m'a écrit un mot un jour pour me dire Daphné, Chiots Nordiques m'a sauvée. Wow. Donc, je ne dis pas que
c'est que ça. Chiot nordique, je ne dis pas que c'est nécessairement une bouée pour l'ensemble des vétérinaires, mais juste des fois de se sortir de son quotidien, que ce soit chiot nordique ou ailleurs, là, d'aller aider dans un refuge, d'aller faire une passion, du vélo de montagne, peu importe. Je pense que ça peut aider grandement, mais c'est le message qu'on reçoit de beaucoup des vétérinaires qui sont bénévoles pour Chiot nordique, c'est que on les sort de leur quotidien où on a des propriétaires avec le sourire parce qu'on est là et non pas nécessairement les propriétaires, des fois, je dis pas que c'est que ça en clinique, assurément, là, mais les propriétaires un petit peu plus fâchés où c'est un petit peu plus ardu. Oui, la facture des frais doit pas toujours sortir le meilleur de l'humain, là, ouais. Non, exactement. Puis, il n'y a pas de gestion là-bas. C'est tout nous qui faisons. Il n'y a pas de gestion des repas, il n'y a pas de gestion de personnel, ils sont là pour aider à 100%. Puis, quand on est en médecine vétérinaire, on est là pour ça. On est là pour les animaux. C'est un retour à la base de l'appel, j'imagine, exact. Pour cette profession-là. Oui, exactement. C'est un rappel à la base. Puis c'est grandement enrichissant pour tout le monde aussi de pouvoir se parler. On a des vétérinaires qui viennent de toutes les cliniques au Québec, entre guillemets, de voir des pratiques, d'échanger. Mais ça, je le ferais comme ça, de changer notre protocole anesthésique. C'est du donnant-donnant aussi. Donc, oui, Chiot nordique, c'est pas que pour les vétérinaires, c'est pour beaucoup de personnes de sortir de... Je dis pas que la COVID a tout changé, mais la COVID a changé beaucoup de choses. On a des gens qui sont plus frustrés, on a des gens qui sont plus fatigués. Il y a plein... une dynamique qui est différente, puis d'être tous ensemble, parce que Chiot nordique, là, je vais le dire comme ça, mais Chiot nordique, ça va jamais tout bien. On a toujours des défis en clinique, un bateau qui ne livre pas nos équipements, un avion qui est pris au sol, une chirurgie qui n'a pas bien été. On est tous ensemble, on se tient, c'est une famille. Ça devient une famille, les amis, c'est formidable. Bref. Je suis vendu à la cause. Mon chien ne vient pas d'une communauté, mais j'ai adopté mon chien dans un refuge animal. Pour moi, ça allait de soi. Les refuges, même en grand centre, là, sont rendus limités par la capacité. Et je sais, quand vous parlez de transfert canin, oui, il y a des transferts vers des familles, comme des familles d'accueil, mais il y avait aussi des transferts vers des partenaires, comme des SPCA, par exemple. Je pense que la Baie-Laurentide, si je ne me trompe pas. C'est quoi l'impact que ça a dans vos opérations de sûrement naviguer, j'imagine, avec des refuges qui, eux, sont déjà à pleine capacité, ils peuvent peut-être pas recevoir tous ces chiens-là? C'est difficile. Oui, hein? C'est difficile parce qu'on en laisse derrière. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis impliquée. Ça fait une dizaine d'années. C'est pas nécessairement moi qui ai toujours géré les transferts, mais c'est moi le point de contact pour tous les transferts canins. Oh. Soit au niveau je m'excuse l'anglicisme, du dispatch de chiens en clinique ou des transferts par avion, etc. Puis, c'est difficile parce que on ne peut plus présentement les placer aussi facilement qu'on le faisait il y a 5-6 ans. Il y a 5-6 ans, on transférait des fois du 80 chiens post-clinique vers soit nos familles d'accueil ou nos partenaires, et c'est rendu impossible. Oh. Vu la situation au Québec. Donc, pour nous, c'est difficile parce qu'on en laisse derrière. Puis, c'est sûr, ça, c'est notre côté là, bien-être animal, mais aussi les propriétaires pour lesquels on ne peut pas répondre à leurs besoins de se départir d'un animal vu cette situation-là. Donc, ça amène beaucoup, je veux le dire, de frustration, de déception. Mais ce que je peux dire, c'est que ces partenaires-là ont toujours été là. Même s'ils lèvent la main pour 2 chiens plutôt que 20, ils sont là. Je pense à la SPCA, à Laurentide-Labelle, où presque à chaque semaine, je leur demande quelque chose, puis ils attendent des fois le dimanche soir à 10 heures le soir pour accueillir des chiens de village inuit. Donc, pour moi, oui, c'est plus crunchy, on a plus d'obstacles, mais c'est un chien à la fois. Comme je le disais tantôt, vraiment. C'est un chien à la fois, oui. Vous faites un travail extraordinaire. Je vais vous avouer, là, je ne connaissais pas Chiot nordique jusqu'à tout récemment. J'ai découvert cet organisme-là avec grand intérêt. Je trouve qu'il accomplit beaucoup, puis beaucoup. Je vous dire, pour les gens là, qui ne sont pas... il y a des dog person, puis il y en a qui ne le sont pas, là, mais
pour moi, ça va au-delà de l'amour des chiens. Il y a évidemment quelque chose de très, très clair pour ça, mais il y a un grand amour pour les communautés, pour me parler de santé publique et de rapprochement avec les communautés. Puis je trouve que vous faites un geste extraordinaire en matière de réconciliation par le fait même. Donc, avant même qu'on parle de réconciliation, là, je trouve que ce que vous faites est extraordinaire et puis j'espère que ça n'a pas laissé personne indifférent. Si on veut vous aider, vous avez parlé des dons qui venaient du public, on peut se rendre, j'imagine, sur chionordique.com, là, les chiots et nordiques au pluriel. C'est pas mal la meilleure façon de vous soutenir? Oui, c'est la meilleure façon de nous soutenir au niveau monétaire. Mais je crois aussi que de faire connaître la réalité des communautés autochtones, pour moi, c'est toujours Chiots Nordiques, ça va toujours plus loin que notre cause à nous, en guillemets. Donc, de partager notre mission, de partager la réalité de ces populations-là. Je pense que si ça peut faire un bout de chemin dans plusieurs foyers, puis c'est ça, de s'intéresser, d'écouter de la musique autochtone, de voir plus loin que ce que on peut être habitué de. Je pense que ça aussi, ça fait partie de Chiots Nordiques. Merci beaucoup, le message est lancé. C'est un grand plaisir et c'est déjà tout malheureusement pour aujourd'hui. Merci à nos précieux invités. Mathieu Tessier à la mise en onde, Catherine Bourderon à la recherche. Et vous qui êtes à l'écoute, on se redonne assurément rendez-vous la semaine prochaine.